Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à tous dans cette deuxième édition du journal TV du collectif Nzour. Nous ouvrons ce journal dédié aux résultats des élections 2023 à Madagascar avec trois invités. Madame Ketakandine Rafitsoun, vice-présidente de Transparency International. Monsieur Arzon Andriamouraniaïn, coordinateur technique de ROUI. Et monsieur Andriamanabe Raoult, rédacteur en chef de la revue Politica et analyste Politica. Pour la suite de cette émission, nous abordons le sujet des élections à Madagascar avec l'élection de Andry Rajoelina qui succède à lui-même. Aujourd'hui, 1er décembre 2023, les résultats définitifs ont été communiqués par la Haute Cour constitutionnelle. Nous avons les résultats définitifs à l'écran. Alors, nous avons 58,69% de voix pour Andry Rajoelina, pour citer Radiana Soulniek, 14,39%, et pour Mark Ravanman, 12,09%. Globalement, Andry Rajoelina gagne le premier tour avec 58,69% des voix. C'est donc une victoire dès le premier tour. Vu de l'extérieur, c'est une victoire qui, selon les chiffres communiqués, est sans appel. D'autant plus que les observateurs internationaux ont salué le calme dans lequel ces élections se sont tenues. Nous avons la déclaration des ambassades qui nous est parvenue aujourd'hui. Et on va rappeler juste au passage le contexte de ces élections. Il y avait 13 candidats au départ de ces élections. 10 candidats ont refusé d'y participer avec deux raisons principales, une forte suspicion de corruption et la non-légitimité du président sortant, Andry Rajoelina. Donc seulement 3 candidats se sont présentés avec le boycott des 10 autres. Je commence avec vous, Monsieur Arzon Andriamouraniaïn, responsable de ROUI et qui était en charge de la coordination technique et la gestion opérationnelle des observateurs sur le terrain. Je cite la déclaration préliminaire de SAFID qui est l'observatoire des élections au sujet, au cœur de la démocratie participative. Donc je vous cite, un scrutin calme, sans incident majeur, mais avec des irrégularités, organisé dans un contexte électoral tendu, un taux de participation historiquement faible. Bonjour Monsieur Arzon, merci d'être avec nous ce soir. Quelle est votre analyse et votre synthèse pour ces élections de 2023 ? A priori, on n'a pas Monsieur Arzon en ligne. Eh bien, on va switcher directement avec Ketakandine. Bonjour Ketakandine. Bonjour Tin, bonjour à tous. Eh bien, ravi de vous voir à l'antenne. Eh bien, nous allons commencer par Transparency International. Globalement, vous êtes vice-présidente de Transparency International. Votre organisation a été très critique à l'égard de ces élections 2023. Quelles ont été vos motivations ? Bon, d'abord, je tiens à spécifier que oui, je suis vice-présidente de Transparency International, le mouvement global, mais je suis surtout la directrice exécutive de Transparency International Madagascar. Et c'est dans ce cadre que nous avions mené notre suivi des élections. L'objectif du suivi qu'on a réalisé, c'était tout d'abord d'informer les citoyens, les électeurs, des réalités sur place, mais aussi des enjeux de ces élections. Et ce suivi électoral, on ne l'a pas démarré à la veille de la campagne ou quoi que ce soit. On l'a démarré il y a 2 ans et demi, plus précisément, avec toute une analyse de fond sur le paysage électoral malgache, notamment les lois électorales et leurs déficiences. On n'a pas cessé de lancer l'alerte et de tirer la sonnette d'alarme sur les irrégularités potentielles qui allaient se produire si le cadre juridique des élections n'était pas revu afin d'y intégrer des dispositions relatives à la transparence obligatoire, notamment des fonds de campagne, des sources de financement de campagne, mais aussi des réformes relatives au plafonnement des dépenses de campagne, puisqu'on avait déjà prévu à l'époque que
s'il n'y avait pas un tel plafonnement, eh bien, ce serait toujours le diktat de l'argent qui gagnerait et il n'y aurait aucune égalité des chances entre les candidats, entre autres. On a aussi mené une campagne pour l'éducation électorale en appelant les électeurs à voter pour des idées et sur la base de critères rationnels, notamment à travers notre guide iFeed, au lieu de se laisser obnubiler par les spectacles habituels, les distributions d'argent, tout ce qui a trait en fait à la corruption électorale et aux tentatives d'achat de voix. Donc pendant la période électorale, oui, nous avons été en effet critiques et c'est le rôle de la société civile d'agir en watchdog et d'interpeller ceux qui doivent l'être quand les choses ne vont pas dans la bonne direction et dans le respect des lois en vigueur. Donc nous avons monitoré 3 items en particulier. Tout d'abord, les dépenses de campagne électorale. Comme vous le savez, vous avez vu certainement les résultats de notre analyse. Encore une fois, les 3 candidats qui se sont lancés dans la campagne électorale avaient à leur disposition des moyens à échelle diverses, mais c'était surtout les candidats numéro 3 et numéro 13 qui avaient dépensé le plus d'argent, d'après nos estimations. Je répète bien le mot estimation, avec le candidat Razuel qui avait dépensé, selon nous, au moins 27 115 993 euros. Le candidat Siten Ranjena Sulniek qui a dépensé au moins 6 736 368 euros. Et le candidat numéro 11, M. Raderanirin, a dépensé 80 929 euros. Donc, rien qu'avec ces 3 candidats, vous avez une disparité de moyens, comme je le dis, qui ne permet pas de dire que la compétition était égalitaire. L'autre point sur lequel on s'est penché, c'était bien sûr l'estimation de la corruption électorale, le relevé de tout ce qui était achat de voix, etc. Donc ça, on a eu beaucoup de témoignages là-dessus. On a aussi mené nos propres investigations, bien sûr. On en a fait état dans nos rapports. Il y a eu la distribution d'argent liquide et la fourniture de matériel de campagne dans les quartiers généraux du candidat numéro 3. Les faits de corruption électorale quand même se concentraient autour de M. Razuel, parce qu'on n'a pas relevé ce type de comportement au niveau des 2 autres candidats qui ont fait campagne, des possibilités de conflit d'intérêts, de collusion entre l'équipe du candidat et les institutions électorales, donc en l'occurrence surtout la CENI et la HCC. Mais ce qu'il avait surtout de frappant dans cette campagne électorale étriquée, c'était que le candidat numéro 3 avait quand même mobilisé massivement des personnalités de l'administration, donc des responsables administratifs, des fonctionnaires en poste, ce qui est formellement interdit par la loi, mais tout ça est passé comme lettre à la poste. C'est l'une des bases, l'un des piliers de son organisation électorale, en fait. Donc, dans ces conditions-là, on ne peut que s'interroger sur la légitimité et la légalité de sa victoire. On a aussi été très critique sur le point, en fait, tout simplement, des irrégularités qui entouraient ce scrutin. On l'avait rappelé, et ça, c'est le 3e point qu'on a monitoré, en fait, ces irrégularités, notamment le faible taux de couverture donc de la liste électorale par rapport à la population électorale. Donc, ça, c'était une mesure faite par rapport à la projection RGPH3 pour l'année 2022. On a vu, et ça, c'était déjà dit dans l'audit électoral indépendant qui avait été fait, qui avait été présenté en juillet dernier à la CENI, avec 49 recommandations qui n'ont pas été mises en œuvre. Un taux de couverture par district relativement faible par rapport à la population électorale de plus de 18 ans, des rajouts de Fouctagne. Donc, dans la liste qui a été faite, il y avait 19 340 Fouctagnes dans le fichier électoral, répartis sur 1704 communes contre 19 161 Fouctagnes, répartis sur 1695 communes suivant la loi 2018-011.
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 2014-020 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées. Il y avait aussi les irrégularités relatives au numéro de carte d'identité nationale. Donc, c'est juste un échantillon des observations que pas seulement nous, mais toute une quantité d'observateurs et d'organisations de la société civile dont on avait fait état bien avant la date du scrutin, bien avant le début même du processus électoral. Et tout ça avait amené ces observateurs, y compris nous, à craindre des manipulations massives des résultats électoraux. Voilà pourquoi on était critique. Et on a aussi été critique vis-à-vis des observateurs internationaux, surtout, qui, au fil des élections qui se passent à Madagascar, n'ont toujours que le même refrain, des élections calmes, exemplaires, même pour certains, hein, pour l'Afrique, on se demande bien comment. Et surtout le terme qui nous avait choqué, vous vous en rappelez certainement, c'était malgré quelques irrégularités, le scrutin s'est bien passé. Quelques irrégularités, c'est quand même peu dire face à tout ce qu'on a essayé de dénoncer depuis le début. Alors, je tiens à le préciser, ce n'est pas le candidat numéro 3 qui pose problème. Quel que soit le candidat qui ait fait ces irrégularités, qui ait procédé à ces achats de voix, qui se soit adonné à cette corruption, nous l'aurions dénoncé. Donc, ce n'est pas du tout une critique personnelle ou ciblée. C'est notre combat. Il va à l'encontre de tout ce qui est corruption et irrégularité, quel qu'en soit l'auteur. Et c'est ça vraiment le fait qui nous interpelle aujourd'hui, c'est que cette victoire basée sur autant les irrégularités, la corruption que la violence, qu'il ne faut pas oublier la violence qui avait émaillé la campagne électorale. Elle ne peut pas du tout être glorieuse. C'est en fait la victoire tout simplement du diktat de l'argent, comme je l'ai dit. C'est toujours le plus fort, celui qui a le plus de moyens qui gagne. On vient encore de le prouver. Et pour en terminer avec cette partie-là, on se rappelle que M. Andradjuel, à l'époque, avait bien déclaré avant la période du scrutin qu'il allait gagner au premier tour. C'est tout de même curieux que sa prédiction se soit réalisée dans ces conditions. Merci. Merci pour cette présentation, Ketakandine. Ce que vous êtes en train de décrire, finalement, c'est une corruption systémique. Vous dites que quel que soit le candidat, on aurait finalement le même résultat parce qu'il y a une corruption très forte à Madagascar et c'est tout le système finalement qui est englobé dans cette démarche. Nous avons invité aussi à participer à cette discussion, nous recevons sur le plateau Monsieur Andriamanabe Raoult, qui est rédacteur en chef de Politica et analyste politique qui va nous aider à comprendre un peu plus l'écosystème dans lequel baignent les élections à Madagascar. Bonjour Raoult. Bonjour, bonsoir de Madagascar. Bonsoir. Bienvenue. Quelle est votre analyse en entendant ce que disait Ketakandine, décrit, je dirais, toutes les étapes qui mènent à ce type de résultat que nous avons aujourd'hui. Quelle est votre analyse en tant que rédacteur en chef de la revue Politica? Au fait, vous avez demandé tout à l'heure donc d'analyser l'écosystème, mais l'écosystème a été analysé par Madame Ketakandine, et ça ne date pas d'aujourd'hui malheureusement. Vous avez parlé en introduction de vue de l'extérieur, une victoire, mais cette victoire c'est vraiment un leurre. Faut dire les choses comme elles sont, c'est un leurre. Et cette victoire s'apparente davantage à une défaite de la démocratie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, quoi qu'on dise, qu'on ait de la sympathie pour eux ou non, la revendication des 10, des 11 candidats membres du collectif résume quand même tous les défis inhérents au système politique et à la période électorale à Madagascar. Par exemple, la question, Ketakandine Jafitson l'a bien décortiqué tout à l'heure, la problématique inhérente à la liste électorale, la problématique inhérente aussi donc à la monétisation, à la monétisation de la voix, à l'emprise.
parce que c'est une vraie emprise, hein, à l'emprise de l'argent dans tout l'ensemble de la processus. Un exemple qu'elle a dit tout à l'heure, l'instrumentalisation de l'administration publique. Au fait, ces problématiques étaient déjà connues depuis longtemps, mais ça s'est amplifié ces dernières années. Et avec des déploiements de machines électorales, des choix à l'américaine, une machine électorale qui fait penser donc qu'un candidat, même ayant d'excellentes idées, une belle vision pour Madagascar, ne serait jamais élu. Et une éminence crise du président actuel, je ne sais pas s'ils sont encore amis ou pas, même dit que si vous ne pouvez pas, vous, entre guillemets, hein, vous payer des hélicoptères, quelque chose comme ça, ou des espaces publicitaires dans la presse, donc ne participez même pas à la course présidentielle. Donc, on n'encourage pas aussi les candidatures farfelues, mais c'est vraiment un recul de la démocratie. Comment est-ce que j'explique ça? Parce que ceux qui ont donc des idées ne pourraient quasiment plus prétendre à une victoire donc à présidentielle. C'est pour ça que je dis que les revendications des 11 candidats cristallisent quand même toutes les problématiques qui ont été déjà connues, reconnues depuis de nombreuses années. Mais la vraie appréhension, maintenant, c'est le recul des espaces civiques et le recul des espaces de dialogue. Hein. Tout le monde a quelque peu peur de dire ses idées. Tout le monde a peur parce que, quelque part, la liberté a été de plus en plus confisquée au nom de la sécurité publique, au nom des raisons d'État. On évoque facilement donc des raisons d'État pour mettre en détention provisoire quelqu'un. Donc, tout ça fait que cette élection 2023, qui est atypique et qui est vraiment insolite, je peux le dire ainsi, avec quasiment un cavalier seul ou un mano à mano qui ne l'est pas au final du président Andrazuile et de Siti Ndrani-Soulnek, fait que, bon, voilà, c'est une élection qui a été tronquée à la base et qui l'est, et qui a porté donc au pouvoir une nouvelle fois M. Andrazuile. Évidemment, vous posez la question de la démocratie. On est en train de dire que la démocratie recule donc à Madagascar. On va être un peu provocateur, mais lorsqu'on lit la déclaration des ambassades, qui disent de manière assez formelle et puis assez policée, globalement, c'est votre problème à Madagascar. Vous avez un nouveau président maintenant, et c'est à lui de calmer le jeu. Globalement, ils ne veulent pas rentrer dans de l'ingérence, et ils sont en train de ménager la chèvre et le chou, alors que nous sommes dans une situation géopolitique. La question qu'on est en droit de se poser de l'extérieur, parce qu'on se dit que ça a été fait démocratiquement, vu que l'HCC a validé les résultats, a validé la candidature, on peut se poser la question, finalement, à quel moment est-ce qu'on sait quelle est la limite de la démocratie? Parce qu'il y a une constitution à Madagascar, et il y a des articles de loi, il y a des décrets, et finalement, on voit bien que ça a été arrangé d'une certaine manière, démocratiquement, pour que ça soit accepté ou acceptable. Ça pose la question, évidemment, quelle est la limite de la démocratie? C'est quoi la légalité et c'est quoi la légitimité dans tout ça? En fait, il faut se rappeler que ce n'est pas le concept de démocratie qui est à blâmer, hein, mais la façon dont on l'utilise à toutes les sauces pour satisfaire des ambitions personnelles ou de parti et spolier toute une population, la priver de son droit fondamental de choisir son dirigeant, parce que c'est ce qui s'est passé ici, hein. C'est un viol électoral, ça on l'a déjà dit. Et ça s'est passé quasiment dans l'indifférence générale, on va dire. L'indifférence de nos partenaires, du monde. Madagascar n'est peut-être pas assez intéressant pour susciter les émois à l'international. Donc, c'est malheureux.
ça révèle aussi pour moi tout simplement la facticité de notre démocratie, parce que, donc, qui n'a de nom que c'est juste une façade. Hein. Madagascar est certes doté de toutes les institutions qu'il faut en théorie de la séparation de pouvoir. On tient voilà des élections, mais des semblants d'élections périodiquement. Là, on voit quand même un auteur de coup d'État qui vient de perpétrer quasiment un autre coup d'État, mais d'une main de maître. Cette fois-ci, il faut le reconnaître, hein, il a bien verrouillé son jeu. Et malgré toutes les tentatives de déjouer ce simulacre d'élection, justement, en faisant appel à la raison des uns et des autres, en essayant aussi de réveiller la conscience citoyenne, eh bien, il y a une chose qu'on peut reconnaître, qu'on doit reconnaître malheureusement aujourd'hui, c'est que le chemin est encore long pour Madagascar vers une véritable démocratie. Et c'est aussi un appel lancé justement à tous les partenaires de Madagascar. Une question, quand est-ce qu'on parle de véritable démocratie? Est-ce que, très sincèrement, est-ce que les critères sont réunis pour qualifier cette élection et cette victoire de démocratique? C'est à eux qu'il faut poser la question. Quelle est la limite de leur complaisance dans toute cette histoire? Est-ce que nous avons été sacrifiés à l'autel, je dirais, des financements et des investissements des pays partenaires dans ces élections? Est-ce que notre voix ne compte pas? Quand je dis nous, c'est pas nous, société civile, mais celle des Malgaches qui ont démontré quand même leur indignation et aussi leurs revendications tout au long de ces mois. Notre voix ne compte-t-elle pas? Voilà toutes les questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Hein. La démocratie est un idéal. Il n'y a pas de démocratie parfaite sur Terre, mais tout ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que la nôtre, en tout cas, elle n'existe pas. Si elle n'a jamais existé, d'ailleurs. Oui, alors, en parler effectivement de démocratie, ça suppose aussi un minimum de contrôle dans la démarche démocratique. Et à ce titre, nous avons un invité, Monsieur Arzon Andriamouranian, qui nous a rejoint. Bonjour Arzon. Bonjour à tout le monde, bonjour Tina, bonjour à Raoult. Alors, Arzon est le coordinateur technique de ROUI. Il s'occupe de la gestion opérationnelle des observateurs sur le terrain. Et on aurait aimé avoir votre analyse et votre synthèse quant à ces élections de 2023. On a eu l'approche très claire et très exhaustive de Ketakandine. On aimerait avoir votre approche. Quelle est votre analyse sur le terrain après avoir vécu ces élections très particulières de 2023? Merci beaucoup pour ces questions. Comme vous le savez, nous avons essayé donc de suivre tout le processus électoral à Madagascar. Donc, la mise en œuvre de la refonte de la liste électorale, en passant par tout ce qui est donc conduite des campagnes électorales, mais également donc l'observation vraiment du déroulement du jour de scrutin le 16 novembre 2023. Lorsque nous parlons en fait de l'analyse vraiment de notre suivi du processus électoral, dès la mise en place en fait des institutions électorales, notamment de l'ACC, la Haute Cour constitutionnelle, et la CENI, nous avons déjà alerté sur l'existence en fait de conflits d'intérêts et de ces institutions électorales, que ce soit la ACC, que ce soit donc la CENI. Et il s'avère même que pendant la mise en place vraiment de la CENI, on a essayé donc de porter des requêtes au niveau du Conseil d'État pour invalider certaines représentations au niveau de la CENI, également donc de la mise en place de la CENI elle-même. Donc, nous savons donc dès le début que lorsqu'on analyse vraiment le contexte
politique et le contexte, le cadre des élections à Madagascar, les institutions électorales, notamment la CC et la CENI, ont été déjà plus ou moins contestées par la plupart des parties prenantes et notamment même les missions d'observation des élections qui sont venues ici à Madagascar. Après, lorsqu'il y avait la mise en œuvre en fait de la refonte de la liste électorale, nous avons essayé de suivre en fait tout le processus de mise en œuvre de la refonte de la liste électorale et il faut admettre qu'il y avait pas mal de décisions et je dirais, pendant la mise en œuvre de la refonte de la liste électorale qui n'ont pas vraiment suivi donc les lois en vigueur. Et on a essayé, et plusieurs parties prenantes ont essayé donc d'alerter par rapport à ces défaillances. Et nous avons également donc essayé de suivre la mise en place même des démembrements donc de la CENI et la façon de travailler entre les comités locaux de recensement des électeurs au niveau des Fonkotan et les agents recenseurs qui ont été utilisés pendant la refonte de la liste électorale. Il y a également pas mal de défaillances qu'on a relevées pendant la mise en œuvre de la refonte. Après, lorsque la refonte a vraiment avancé, nous savons tous qu'il y avait un report presque de 6 mois ou de 7 mois par rapport à la date initiale prévue pour terminer la refonte, puisque au début, la refonte était prévue donc se dérouler entre le mois d'octobre 2022 jusqu'au mois de décembre 2022. Mais finalement, la liste n'a pas été clôturée qu'au 20 juillet 2023. Et la liste qui a été clôturée, en fait, au 20 juillet 2023, nous avons constaté que par rapport, je dirais, au nombre réel de population et de population électorale à Madagascar, si on se réfère quand même au recensement général de la population et des habitats qui a été conduit en 2018 et qui devait être la référence en termes de démographie, en termes de recensement de population, y compris donc les populations électorales, on aurait dû avoir 15 millions et quelques d'électeurs. Mais finalement, donc, les électeurs qui ont été atteints à travers la refonte, on a eu seulement donc les 11 millions et quelques inscrits actuellement. Donc, on a laissé plus ou moins de côté 4 millions d'électeurs dans l'actuel donc fichier électoral qui a été utilisé pendant donc la refonte pendant l'élection présidentielle. Et lorsque nous analysons vraiment qui sont ces personnes qui ont été donc laissées de côté, et on a constaté en fait que ces personnes sont en fait les jeunes, surtout les nouveaux électeurs de 18 et 19 ans, 18, 19 ans, 20 ans, qui sont donc qui ont été laissés de côté. Et malheureusement, il y avait donc ce qui est assez étonnant puisque l'État a fait des opérations spéciales de délivrance des cartes nationales d'identité et des opérations spéciales de délivrance de cartes également à travers les jugements supplétifs. Et normalement, donc, si on fait des opérations spéciales, on devrait cibler les nouveaux, donc, les nouveaux électeurs qui n'ont pas encore eu de carte nationale d'identité. Mais ces jeunes de 18 ans, de 19 ans, de 20 ans et jusqu'au moins de 23 ans, donc, n'ont pas été vraiment ciblés. Donc, la plupart, en fait, des électeurs qui ont été laissés de côté, en fait, ce sont, dans la plupart des cas, des jeunes. Et lorsqu'on analyse également tout ce qui est répartition spatiale de ces électeurs qui ont été laissés de côté, donc qui n'ont pas été intégrés dans la liste électorale, nous savons tous que ce sont en fait les électeurs des grandes villes, surtout qui n'ont pas été intégrés donc
par rapport aux objectifs, que ce soit les objectifs définis par la CENI elle-même, que ce soit les objectifs, si on définit donc les objectifs par rapport au nombre au nombre de populations qui sont en fait qui devraient être dans le fichier électoral selon le recensement général de la population et des habitats. Et vous savez tous que les jeunes, en fait, et les gens au niveau donc des grandes villes, ce sont les plus susceptibles d'avoir plus d'analyse en termes d'élections, en fait, ici à Madagascar, puisque ils sont plus exposés aux informations, que ce soit donc c'est les informations via les réseaux sociaux, que ce soit donc les informations via la presse, que ce soit donc les informations via les organisations de la société civile, les sociétés civiles. Donc, comme si on fait exprès donc de réduire les voix des électeurs qui sont susceptibles d'avoir plus d'analyse en termes de choix, et on fait exprès d'accroître en fait les électeurs qui vont tout simplement suivre les directives et qui vont se laisser berner par différentes tentatives de tournement électoraux. La liste électorale, donc, présente assez de défaillances, pas seulement en termes de nombre, mais vraiment en termes de, je dirais, de calcul politique derrière, en fait, de l'élaboration de la liste électorale. Tout ça, il faudrait donc voir comment les améliorer pour les élections futures, mais c'est assez désespérant qu'on n'a pas pu vraiment mettre en place une liste électorale digne de ce nom pour avoir des élections équitables, démocratiques et, je dirais, impartiales. Après, lors des jours des élections, malheureusement, pour nous, c'est la première fois, donc, pendant que nous avons fait l'observation des élections, qu'on a eu pas mal d'observateurs, de nos observateurs qui ont été intimidés, qui ont été menacés au niveau des différents bureaux de vote à travers les pays. Et donc, ils n'ont fait que, je dirais, signalement. Ils n'ont fait que signaler donc les irrégularités et ont eu du mal donc à écrire leurs observations dans les procès-verbaux, puisque vous voyez un peu les relations au niveau communautaire les empêchent vraiment je dirais, de contrer un peu l'organisation des arbres bien huilées les différentes autorités au niveau local. Donc, c'est tout ça. Donc, même ça, donc, nos observateurs ont essayé de signaler les irrégularités. Si on fait peut-être une comparaison, pendant 2 jours, en 2018, on a eu seulement une trentaine de signalements de nos observateurs. Mais seulement en une demi-journée, pendant cette élection, on a eu plus de 130 signalements qu'on a dû traiter donc au niveau de notre centre de veille de signalement. Très bien. Merci beaucoup, Arzon. Avant de continuer pour aller dans le sens de ces observations, je voudrais remercier Keta Kandine qui doit nous quitter et la remercier pour sa contribution à cette émission. Et je vous dis à très bientôt sur nos ondes. Keta Kandine. Avec plaisir. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Nous continuons donc dans le sens de ces observations, Arzon. Nous allons regarder une vidéo de TV5 qui montre aussi la pression que l'on peut sentir de l'extérieur à travers des observateurs internationaux.
une affluence faible, je dirais, mais finalement rien de bien différent pour l'instant à l'heure qu'il est par rapport à 2018. En revanche, ce qui diffère considérablement de la précédente présidentielle, c'est cette ambiance de tension qui est vraiment palpable. Dès mon arrivée dans les bureaux de vote, j'ai bien senti que ma présence en tant que journaliste gênait. Les consignes sont passées par les chefs des Fouktan. Prenez garde, la journaliste est là. Une gêne d'autant plus caractérisée du fait que, j'ai assisté tout à l'heure à une irrégularité. La personne entre, récupère son bulletin unique, va voter, puis au moment de passer et de signer, on s'aperçoit que son nom n'apparaît pas sur la liste électorale. Branle-bas de combat, on comprend qu'elle a voté dans le mauvais bureau de vote. Là, les personnes lui disent c'est pas grave, tu iras voter tu iras signer dans ton bon bureau de vote. On régularisera ça après, mais évidemment l'embarras était extrêmement palpable. Et puis j'ai pu discuter également avec des observateurs sur place qui m'ont également confirmé que les procédures d'ouverture des bureaux de vote n'avaient pas été respectées dans bon nombre de centres de vote, à savoir qu'il faut que les chefs de bureau soient élus devant un public, ce qui n'a dans beaucoup de bureaux pas été le cas ce matin. Bonjour Sarah, vous vous trouvez devant le bureau de vote dans lequel vient de voter le président malgache sortant Ange Razouel, contre lequel l'opposition est vent debout. Quelle est l'ambiance ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir que étonnamment, ce bureau de vote-là a ouvert avec 40 minutes de retard, tout simplement parce que les urnes et les isoloirs n'avaient pas été encore installés. Donc pendant ce temps, moi je suis allée sur le marché à une centaine de mètres derrière moi, essayer de rencontrer la population, lui parler. Et encore là, grosse méfiance. Les gens ont beaucoup refusé de me parler, comme si on était surveillés. Des vendeuses de légumes ont accepté finalement de se confier à moi et m'ont dit qu'elles n'iraient pas voter, La première, tout simplement parce qu'elle n'avait aucune confiance en ce scrutin et qu'il était truqué, expliquait-elle. Et la seconde, parce qu'elle suivait l'appel au boycott de son candidat qui fait donc partie du collectif des 10, vous le disiez, qui ont appelé il y a une semaine déjà à refuser de participer à ce scrutin. Cette vidéo résume à peu près ce que vous venez de décrire, Arzon. C'est typiquement ce qui remonte du terrain. Lorsque ce sont des remarques qui viennent du terrain, on a du mal à les entendre. Lorsque ça vient de l'extérieur, on a du mal à les entendre. Mais peut-être que la convergence des deux amènera peut-être un changement. La question qu'on peut se poser, c'est que peut-on attendre de l'international? Yann ou moi? Eh bien, tu commences, Raoul. Qui veut? Oui, je voudrais revenir sur la question qui a été posée, que vous avez posée précédemment sur la démocratie, parce que ça va nous amener à la réponse pour la question que vous avez posée tout à l'heure. Que peut-on attendre de l'international? J'ai en tête donc un aphorisme de Winston Churchill. C'était en 1947, je pense, au sein de la Chambre des Lords. Il avait dit à l'époque: la démocratie est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres. Et là, je rejoins ce que Keta Kanjin a dit tout à l'heure. C'est comme un artisan, le plus nul des artisans, le plus meilleur des artisans, peut être nul s'il avait entre les mains les mauvais outils. Mais l'inverse, c'est pas forcément vrai. Donc, c'est pas tellement la démocratie qui est problématique, c'est l'usage. C'est-à-dire, si on respectait vraiment les normes et les codes inhérents à la démocratie, ça ne va pas être parfait, bien sûr, ça ne va pas être le paradis, mais quelque part, on va atteindre donc le cheminement vers l'excellence. Donc, c'est un petit peu c'est pas une question que la démocratie soit mauvaise ou pas, mais c'est vraiment l'usage et c'est surtout le non-respect des composantes de ce qu'est la démocratie. Et alors, je vais interagir avec vous, Raoult. Vous parlez effectivement de démocratie et d'outils en tant que tels, mais finalement, si on a autant d'outils avec une constitution aussi élaborée, parce que
juste pour rappeler aux gens l'origine de la Constitution de Madagascar, c'est quand même la Constitution de la 5e République française. C'est-à-dire en 1960, on a mis en place la Constitution de la 5e République française, très élaborée. Et la question qu'on peut se poser, légitimement, c'est est-ce que c'est adapté, finalement Oui, j'allais dire très élaboré pour la France. Oui, voilà. Est-ce que c'est adapté pour un pays, pour Madagascar? C'est une première question. Mais l'autre question qui vient tout de suite après, c'est ça sert à quoi d'avoir autant de lois, autant d'articles, si on n'a pas les outils de contrôle pour pouvoir le mettre en place? Exactement. C'est ça et ça rejoint donc la réponse de la deuxième question, le rôle de la communauté internationale. Il ne faut jamais oublier que en 2018, suite à l'élection présidentielle, la mission d'observation de l'Union européenne avait émis 27 recommandations. On a tendance toujours à tirer sur l'ambulance, mais quand même, il y a certains points que la communauté internationale apporte. Peut-être que ça nous touche dans notre ego, mais elle a suffisamment de vision. Et la SADC aussi a émis des recommandations sur ce sujet-là. Oui. Mais un point, et ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, le deuxième point de cette recommandation, donc, 18 sur les 27 recommandations n'ont pas été appliquées par la partie malgache d'abord. Et dans le deuxième point, par exemple, il s'agit d'appliquer des sanctions effectives, proportionnelles et dissuasives en cas de campagne en dehors de la période légale définie par la loi, renforcer le mécanisme de traçabilité des comptes de campagne. Et ça, c'est un écho de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est les institutions de contrôle qui ne sont pas suffisamment dotées, aussi bien en termes de financiers, mais en termes de moyens aussi, en termes de respect, je vais vraiment dire que tout le monde respecte vraiment. Par exemple, nous avons le commission le commission de contrôle de la vie publique à Madagascar qui devrait donc contrôler les comptes de campagne, etc., etc. Mais est-ce qu'elle est opérationnelle, mais elle n'est pas respectée. Elle n'a même pas, la dotation financière n'est même pas à la hauteur de la mission qu'elle doit accomplir. Donc, tout à fait. Alors, c'est une question qu'on pourrait poser à Ardzun. Est-ce que vous avez les moyens, vous avez eu les moyens finalement de faire votre mission, Ardzun, en tant qu'observateur? Principalement, donc, nous ne sommes pas la seule organisation qui fait des observations électorales à Madagascar. Et comparativement donc aux autres missions d'observation qui ont opéré à Madagascar, que ce soit les missions les observateurs nationaux, que ce soit donc les observateurs internationaux, je pense que nous avons eu quand même pas mal de ressources qui nous a permis en fait de déployer plus de 5000 observateurs et de couvrir à peu près donc plus à 10 000 bureaux de vote à Madagascar. On a voulu vraiment couvrir plus, mais on a espéré également donc collaborer avec les autres missions d'observation qui auraient dû assumer certaines responsabilités également, comme la mission d'observation qui aurait dû être déployée donc par l'Église, le FFKM. Mais comme ils ont décidé également de ne pas faire l'observation des élections, ça a un peu handicapé donc la stratégie d'avoir une couverture totale pendant l'observation des élections. De toute façon, donc, vu l'évolution du contexte dans lequel les élections étaient mises en œuvre, il n'y avait pas tellement de compétition entre les différents candidats puisque les 10 candidats ont boycotté donc l'élection présidentielle du 16 décembre et les 2 autres candidats, selon l'analyse donc politique de la plupart des gens, seuls ils n'ont pas pu faire le poids contre donc
le président sortant qui a été élu actuellement. Donc, l'observation des élections, c'était beaucoup plus en termes d'analyse, donc de la régularité des façons de travailler des institutions électorales, mais n'aurait pas pu avoir donc des effets sur qui va gagner ou pas les élections lorsque l'évolution du contexte électoral, donc avec le contexte électoral qui a évolué pendant les campagnes électorales. Par rapport au positionnement de la communauté internationale, je voulais dire que la communauté internationale, donc, ils ont des intérêts multiples et la communauté internationale est diversifiée également et multiforme, je dirais. Donc, entre les différents multiples, donc, ils essayent de se positionner, de trouver des ententes pour se positionner par rapport à ce qui se passe dans notre pays. En plus, ils également intègrent l'analyse de notre pays par rapport à leurs interventions dans d'autres pays d'Afrique. Donc, pour ne pas étendre en fait les analyses, ils font vraiment beaucoup d'attention par rapport à leur positionnement ici à Madagascar. Et généralement, je dirais que la communauté internationale est généralement pour le plus fort, quoi. Qui est susceptible d'être le plus fort, qui est susceptible d'être là pendant quelques années, qui permettrait de continuer en fait le partenariat ou qui permettrait en fait d'avoir de coopération qui serait bénéfique aussi bien par nous, mais également surtout par ces différents pays. Donc, ils vont essayer de circuler entre ces différents intérêts pour se positionner. Alors, c'est très intéressant parce que là, nous avons une discussion géopolitique. Nous sommes en train de dire, finalement, à qui profitent ces élections. Parce qu'il y a des intérêts internationaux. Vous parliez des partenariats, des partenaires techniques et financiers. À qui profitent ces élections? En tout cas, ça ne profite pas à la population malgache parce que on voit que Madagascar, depuis 1960, plonge dans son économie. Le PIB par habitant a été divisé par 2 depuis 1960 et continue de dégringoler. Donc, ça ne profite pas à la population malgache. Aujourd'hui, les élections sont faites. On a un nouveau président, c'est le président sortant qui succède à lui-même. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est que peuvent faire les Malagasy à Madagascar et en dehors de Madagascar, parce que finalement, il n'y a que les Malgaches qui peuvent avoir en main leur propre destin. Et tout ça dans un contexte géopolitique, donc ça complexifie d'autant plus le positionnement que l'on peut avoir, nous, en tant que Malgaches. Et là, je vais répondre à cette question. Il y a déjà un réveil citoyen. Ça, il ne faut pas occulter ça. Il y a un réveil citoyen. Les citoyens étaient un tout petit peu endormis ces dernières années. Mais justement, la contestation du processus électoral ont fait que des personnes qui étaient des citoyens, entre guillemets, lambda, qui n'étaient pas intéressés par les choses politiques auparavant, se sont mis à s'intéresser à la politique et se sont mis à agir et à revendiquer. C'est très important. Et je pense qu'il ne faut pas arrêter cette dynamique. Et vous allez me demander sous quelle forme. C'est là l'importance de la politique, de la vraie politique. C'est-à-dire intégrer les partis politiques, ceux qui peuvent faire façonner la politique de demain, c'est-à-dire intégrer aussi les organisations de la société civile, c'est-à-dire renforcer les compétences, parce que ça, ce sont les rôles dévolus aux citoyens. Et on est en plein cycle électoral. Il y aura donc les législatives. Quels sont les outils entre les mains des citoyens? C'est le vote aussi. Donc, ils seront amenés à voter leurs représentants. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont encore voter
pour les députés qui leur de majorité présidentielle, mais c'est ça la question. Est-ce qu'ils vont donner encore un mandat à ces députés? Et là, c'est le citoyen qui a la réponse Alors, entre je pense que vous avez donné la réponse vous-même, Raoult, tout à l'heure, parce que vous parlez effectivement de législative. Aujourd'hui, si on regarde l'histoire de Madagascar, il y a eu l'histoire des manettes pour les députés. Lorsque vous n'avez pas le pouvoir, eh bien, vous achetez. Tout l'intérêt, par exemple, de donner entre les mains d'une vraie opposition les clés du Parlement. Parce qu'il y a moins de risques de versatilité, vraiment, quand un groupe parlementaire a une majorité confortable et large. Et imaginez demain que, par exemple, c'est peut-être de la politique fiction, que la Chambre basse soit entre les mains de l'opposition, par exemple. Là, le président actuel aura davantage de difficultés à manœuvrer à sa guise. Et ça va être davantage plus difficile pour lui entre guillemets, de corrompre à travers les mallettes une majorité acquise, peut-être à la cause de l'opposition, mais surtout peut-être aussi acquise à la cause des citoyens qui leur ont donné le mandat. Donc, voilà les outils entre les mains des citoyens, mais je rappelle aussi, les citoyens peuvent aussi participer activement à la vie de la nation. Ils se sont rendus compte à travers les manifestations. En fait, je dirais l'approche, c'est en fait d'accroître l'engagement et les intérêts politiques en fait des citoyens, surtout donc de la classe moyenne ici à Madagascar, puisque la classe moyenne se désengage en fait de la politique de peur de perdre leur niveau de vie, mais ils ne peuvent pas accéder en fait à la classe supérieure. Donc l'engagement politique ici à Madagascar, soit donc ce sont des engagements politiques donc des gens qui sont déjà vulnérables, mais ce sont des engagements politiques monnayés, donc qui peuvent être achetés. Et si vous voulez, pourquoi donc les gens qui ont de l'argent gagnent toujours les élections à Madagascar, puisque les gens sont tellement pauvres, donc les gens sont tellement vulnérables, ils n'ont pas une analyse à moyen terme de leur engagement, mais ils voient vraiment le court terme et ils peuvent monnayer, comme j'ai expliqué, 30 000 lagards, 5 années de défaillance de gouvernance, qui va peut-être leur faire perdre 3 mois de salaire de SMIC par année, puisqu'ils peuvent perdre en fait 700 000 arrières par année, c'est 3 mois de salaire de SMIC ici à Madagascar par année, mais ils préfèrent donc avoir 60 000 arrières pendant une semaine pour perdre cela. Donc c'est tellement cette désengagement donc des citoyens par rapport à la vie publique, surtout à la vie politique, qu'il faut accroître ici à Madagascar, tout en travaillant donc sur les problèmes sociaux et le problème de pauvreté. Ce que le diaspora pourrait faire en fait, c'est de contribuer à cet accroissement en fait de l'engagement politique en fait des citoyens ici à Madagascar. Il y avait un moment, 5 années avant, le diaspora a organisé le forum Zama à Aix-en-Provence. On a voulu participer au forum Zama. C'était ça un peu l'événement. Et lorsqu'on a demandé est-ce que vous voulez entrer, est-ce que vous voulez travailler sur le secteur de la démocratie et de la bonne gouvernance, le diaspora a dit finalement on ne peut pas vraiment toucher le secteur de la gouvernance et la démocratie puisque c'est assez politique et ça pourrait nous diviser ici au niveau du diaspora. On préfère tout simplement discuter de l'économie et de l'aspect social, puisque on pourrait investir sur ce côté social et côté économique, mais pas trop sur le côté démocratie et gouvernance.
Je leur ai expliqué que ça va être tout simplement une perte d'argent, puisque si on ne travaille pas sur le côté gouvernance, sur le côté politique et démocratie, de toute façon, il n'y aurait pas vraiment un essor économique pour combattre vraiment la pauvreté ici à Madagascar. Donc, c'est un peu prioriser cet aspect-là, donc accroître vraiment l'engagement des citoyens, l'engagement politique surtout, et l'engagement démocratique surtout, qui est vraiment la clé actuellement pour avoir un essor des Malagasy ici à Madagascar, appuyé par le diaspora, et espérer avoir des citoyens plus éclairés pour faire des votes responsables dans les 5 prochaines années. Alors, quand on voit le prix des élections à Madagascar, qui est quand même le prix le plus élevé de toute la planète, par habitant, lorsqu'on voit le prix et le résultat, et quand on se dit qu'il y a par la suite des élections législatives, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion justement à avoir sur le fait de lier les deux, d'avoir justement quelque chose de, je dirais, de plus simple et de plus accessible aux citoyens pour qu'il n'y ait pas une gabegie financière et que les élections présidentielles soient en même temps menées tambour battant avec les législatives, ce qui permettrait de supprimer finalement cette approche où on profite de la pauvreté ambiante pour que il puisse y avoir une liberté, une sécurité pour le citoyen de voter, de se dire j'ai voté une seule fois et non pas une deuxième fois qui mènerait à la corruption. C'est une réflexion. Est-ce qu'il peut y avoir ce type de réflexion? Ben justement, c'est pour ça, d'où l'importance d'avoir des réflexions régulières et d'avoir des espaces de dialogue et d'échange. Parce que on sait qu'il y a quand même des échecs, on sait qu'il y a la routinisation électorale, on sait que cette routinisation électorale amène à la baisse des taux de participation. Donc, on s'entête toujours à faire les mêmes erreurs. À un certain moment, si on fait toujours les mêmes erreurs, c'est plus une erreur, c'est un système qu'on est en train de mettre en place. Là, c'est Einstein. Vous citez Einstein. On veut toujours faire les mêmes causes, les mêmes causes procurent les mêmes effets. Les mêmes effets. Et justement, je pense qu'il serait donc plus pertinent et plus sain aussi au niveau financier pour l'État, pour les caisses de l'État, d'organiser une élection générale. C'est-à-dire, il faut organiser donc quelque chose, offrir aux électeurs une sorte de package. Si, voilà, une journée qui sera consacrée aux élections, vous allez voter à la fois pour le président, pour peut-être aussi votre député, peut-être aussi le chef de votre région, parce qu'il faudrait que normalement il doit être voté aussi, le chef de votre région aussi, quelque chose comme ça qui pourrait donc amener à un certain enthousiasme électoral. Et c'est pour ça que c'est dommage quand même qu'on ait vraiment loupé ce virage de 2023, parce qu'on n'était pas à 3. Sincèrement, moi, je pense qu'on n'était pas à 3 mois ou à 6 mois près pour faire une vraie un vrai dialogue avec les candidats, un vrai dialogue sur certaines imperfections, sur les trop nombreuses imperfections des lois, peut-être des lois qui régissent les élections aussi, de la loi fondamentale aussi peut-être, une réflexion sur l'aspect pratico-pratique, hein, mais on s'entête à faire les mêmes erreurs et on espère qu'il y ait des effets différents, mais il n'y a pas de miracle, hein. Alors, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard parce que ce que vous décrivez, finalement, c'est un système électoral qui est plutôt connu dans le nord de l'Europe, hein, la Suède notamment, ce type de fonctionnement-là. Mais là, on va rentrer un peu plus loin dans le débat, qui sera peut-être l'objet d'une autre émission. Je voulais vous remercier tous les deux, tous les trois, d'avoir participé à cette émission, résultat des élections. Ça pose beaucoup de questions, mais il faut qu'on aille finalement vers des solutions que vous proposez.
vers un autre type de réflexion. Et à ce sujet, il y a une pétition qui est en cours. Vous pourrez la retrouver et la signer sur le Facebook du collectif Mizour. L'objectif de cette pétition est de mobiliser tous ceux qui aiment Madagascar et la démocratie. Cette pétition, évidemment, est ouverte à tout le monde. Et le collectif Mizour organise à ce titre une marche intitulée « Sauver la démocratie à Madagascar ». Pourquoi ? Parce que la démocratie n'appartient pas qu'à ceux qui vivent à Madagascar, ça appartient à tout le monde. Donc ceux qui aiment la démocratie, ceux qui aiment Madagascar, sont à même d'y participer et de signer la pétition pour se faire entendre de manière géopolitique, pour dire nous sommes là, nous avons des choses à dire. Le rendez-vous, c'est le samedi 9 décembre 2023 à Paris, rendez-vous à Trocadéro à 13h. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter, Raoult ou Alzon? Peut-être pour moi, c'est que par rapport à l'avenir, espérons que l'actuel président qui vient d'être réélu, comme il n'aura plus droit à un troisième mandat, il aura la sagesse en fait d'offrir des réflexions pour améliorer le système électoral, mais surtout le système démocratique ici à Madagascar, puisque là, peut-être avec le premier mandat, il était encore en phase de calcul, comment je veux être réélu, je vais revenir au pouvoir. Donc, il a tout mis en place pour être réélu, mais comme il ne pourra plus être candidat pour la troisième fois, il pourrait peut-être avoir plus de sensibilité à ouvrir un débat plus démocratique entre toutes les parties prenantes et à instaurer en fait des règles électorales qui vont permettre en fait de stabiliser pour une bonne fois pour tout le pays et d'avancer dans une vraie démocratie à Madagascar. Puisque lorsqu'on parle en fait de l'utilisation de l'argent par rapport aux élections à Madagascar, c'est vrai que c'est assez coûteux, mais si le gouvernement qui arrive derrière, en fait, à travers ces élections, vraiment arrive à faire les bonnes choses en termes de bonne gouvernance, par exemple, c'est rien par rapport au gain qu'on pourrait avoir à travers des élections bien organisées. Si on organise une élection avec 50 millions de dollars, par exemple, c'est tout simplement une tonne d'or ici et nous savons que l'exportation qui devrait être l'exportation normale en termes d'or, par exemple à Madagascar, c'est plus que ça pendant une année. Donc, c'est vrai que c'est assez cher si on compare par rapport à d'autres pays, mais on pourrait en gagner si vraiment ça débouche sur une vraie démocratie et sur la bonne gouvernance ici à Madagascar. Très bien, merci beaucoup Arzo. Nous avons largement dépassé le temps imparti pour cette émission. Un dernier mot rapide, Raoult? Oui, je voudrais dire qu'il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas céder au fatalisme. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc le citoyen a quand même des outils entre ses mains. Il faut s'emparer de ces outils et il ne faut pas céder la place au défaitisme qui est vraiment ambiant actuellement et que on peut encore inverser la tendance. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci à tous les trois. Merci à tous nos auditrices et à nos auditeurs. Je sens une certaine frustration certainement de la part de nos auditeurs qui ont pas mal de questions à poser et que l'on voit sur les réseaux sociaux. Ça fera certainement l'objet d'une autre émission car on a ouvert pas mal de sujets. Mais l'émission touche à sa fin et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Bonne soirée.